Très bien. Bah, merci beaucoup Emma pour ces quelques mots. Alors c'est vrai que pour, faire la transition, c'est un sujet que je trouve, très intéressant. Je trouve que c'est une très bonne, thématique parce que c'est très concret déjà et après avoir travaillé, comme tu l'as dit dans différentes, structures, on commence à avoir voilà, une large, palette des possibilités, sur les différents métiers avec, lesquels on collabore. Donc je trouve que c'est une très bonne thématique. Alors je vais juste partager mon écran. C'est bon pour tout le monde? Oh pardon. OK, parfait. Alors, c'est bon, je me suis pas trompée de sujet. On est bien sur comment collaborer efficacement avec la tech. Alors c'est un sujet, d'autant plus intéressant parce que, moi et la tech, on a toujours eu une affection très forte. Vous allez le voir, dans les slides, au fur et à mesure de ce que je vais vous raconter. Alors, le format, au début, je le voulais très interactif avec une personne avec qui j'ai beaucoup collaboré, côté tech. Malheureusement, il n'était pas disponible sur cette période-là. Donc, j'ai fait un autre format qui est un peu une combinaison de tout ce que j'ai pu, connaître en bonnes histoires ou, ou mauvaises histoires de temps en temps. Pour que vous ayez, une sorte de vue complète sur ce que je peux aujourd'hui vous transmettre. Donc évidemment, c'est une vision que j'ai et que j'ai pu partager avec d'autres personnes, mais ça n'engage, que moi et libre à vous de le challenger ou même, voilà de remettre en question des choses en fin de, voilà, en fin de présentation pour qu'on puisse échanger. Je suis vraiment preneuse de vos retours. Alors déjà, pour vous expliquer qui je suis, alors ça fait donc depuis 10 ans que je travaille, dans le domaine du digital. Actuellement, je suis Head of Design chez Wemanity, qui est un grand groupe. J'ai oscillé avec des, agences digitales de plus petite taille. J'ai été aussi dans des grands groupes chez clients. J'ai aussi fait du freelance. J'ai fait des beaucoup plus petites structures, donc il y a vraiment de tout. C'est ce qui m'a permis aussi aujourd'hui d'avoir, comme je vous disais, un spectre, assez large de tout ce qu'on peut, connaître, et des interactions qu'on peut avoir dans différentes, typologies de voilà, de structures. Donc, ma première re partie, c'est très, origine et historique. C'est aussi pour vous expliquer, comment j'en suis venue à avoir aussi, la vision, que je partage avec, les techs et aussi, comment je peux, de mon point de vue, dresser des, on va dire des méthodes ou des histoires à faire avec eux. Donc pour venir aux origines, ça fait très CV, je suis désolée, mais c'était pour vous montrer justement, heu, c'est vrai que ça fait très CV, ce que j'ai fait. Alors le but n'est pas de vous montrer mon palmarès, mais c'est plutôt de vous montrer là où il y a eu du code, en fait. Je suis revenue un peu à l'histoire de ce que j'ai appris et en fait, donc vous voyez, c'est quand même des cursus qui sont liés, à l'image, au digital, à la communication visuelle. Mais à chaque fois, j'avais des cours, alors, des cours imposés, hein, parce qu'il fallait bien évidemment que j'ai, les points qu'il fallait, dans ces dernières, expériences, scolaires. Donc c'était de l'HTML et du CSS, pour tous et on avait aussi du Flash qui n'existe plus aujourd'hui. On n'est plus supporté par les différents navigateurs. Donc vous voyez, j'ai quand même passé du temps à apprendre Flash pour ceux qui connaissent, qui sont assez vieux pour connaître, vous verrez que j'ai quand même perdu pas mal de temps à apprendre Flash. J'ai fait du WordPress et alors là, ça se corse un petit peu d'ailleurs, vous voyez, c'est, dans l'ordre, BTS étant, juste après le bac, après la licence et le master. Bah, alors là, en master, c'était la totale, j'avais du PHP, du JavaScript donc c'était vraiment, waouh, pour moi une explosion. Alors pas forcément dans le bon sens parce que, ça devenait très, 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 programmation finalement. Le PHP aussi pour vous expliquer, je travaillais, sur une feuille en papier et on écrivait du code PHP. J'avais un prof qui était un puriste du PHP. S'il passe par là, voilà, je ne suis pas sûre que c'était, la meilleure technique, de mon point de vue pour apprendre parce que ça a été très complexe d'apprendre, du PHP. Le but, encore une fois, c'est pas de vous montrer que j'ai fait du code, c'est surtout de vous dire que dans toutes mes études, il y avait toujours cette partie code. Alors, c'était pas forcément une dominante, ça veut dire que là, aujourd'hui, je vous ai pas mis les autres, cours à côté. Évidemment que je n'avais pas que du code, mais c'était pour vous dire que à chaque fois, dans toutes mes expériences, j'avais une petite partie, de développement. Ça, aujourd'hui, avec du recul, ça m'a permis, on va dire, d'avoir une connaissance. Aujourd'hui, je ne l'applique pas, dans mon métier, quotidiennement en tout cas, mais ça m'a permis en tout cas d'avoir, on va dire, une connaissance, et une curiosité de ces outils-là. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a le socle et on comprend le langage, on arrive à peu près à se dépatouiller. C'est un peu comme si, vous ayez enfin,
Vous pouvez avoir un langage très simple en anglais et vous en sortir. Donc quand vous avez les bases, c'est vrai que ça permet quand même de se sentir plus à l'aise. Alors aussi, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est mon projet de fin d'études, pour vous montrer déjà le 1er enseignement que j'ai retenu. Alors il est très vieux ce projet, il date de 2009, donc j'ai un peu honte de vous le montrer parce que je vois plein d'erreurs aujourd'hui. J'étais très jeune, c'était, la fin enfin, je crois que c'était la fin de mon master d'ailleurs. Non, je dis des bêtises, donc 2009, c'était la fin de ma licence et en fait, là, le but, c'était, de créer une identité visuelle et un site web e-commerce pour que, les personnes puissent acheter des bijoux qui étaient autour de la thématique de la gourmandise. Donc ça aurait pu être un donut d'ailleurs, mais je n'ai pas trouvé de donut en bijoux, malheureusement. La personne pour qui j'avais fait le site, n'avait pas encore fait les donuts. Donc du coup, bah, j'ai travaillé bien sûr l'identité visuelle parce que mon cursus était basé sur l'identité visuelle et j'adorais faire ça. C'était mon voilà, ma vocation, la création d'identité. Et ensuite, alors je vous ai pas mis toutes les pistes graphiques parce qu'évidemment j'avais travaillé autour de 3 axes de mémoire, mais l'un des axes que j'ai décidé de pousser en réalisation, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces cursus-là, on nous poussait à aller, au développement du produit, ce qui était, une très bonne idée et on avait tous nos spécificités. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui étaient plus des développeurs, donc je ne sais pas aujourd'hui dans vos cursus, sur lesquels vous avez été, mais en effet, on venait déjà travailler dans du collaboratif. Mais tout le monde suivait la même base de cours. Et donc du coup, ce que j'ai choisi, c'est, de faire un site, web en Flash. Parce qu'à l'époque, Flash avait le vent en poupe, que, une personne que je suis beaucoup, qui s'appelle Étienne Mineur, faisait beaucoup de sites en Flash. Il m'a beaucoup influencé dans mon travail et il faut dire aussi que Flash avait cette facilité, de pouvoir créer, des choses visuelles très rapidement et très graphiques, plutôt facilement pour des personnes qui n'ont pas le langage, du code, Cette dans le, facilité, de dans pouvoir le créer, sang. des choses Ah, visuelles très un rapidement petit et très écho. graphiques. Ah, parfait, je sais pas pourquoi j'ai eu un petit écho. Du coup, sans trop de suspense, je vais vous dévoiler la fin du projet. Donc, je vous explique, l'axe, c'était le retour en enfance, ce que j'avais validé avec la personne qui crée les bijoux et on avait une maison qui s'animait, donc toujours avec, alors la technique du stop motion et qui faisait voir une maison. Donc là, je pense que vous voyez pas trop le rapport avec le sujet parce que là, c'est vrai qu'à ce moment-là, je fais tout le développement toute seule. C'est-à-dire que je me dis: «Bon, c'est Flash, il faut y aller», voilà et en plus, je me dis: «Ça colle plutôt bien avec ce que je veux représenter». Donc là, je vous montre des planches qui sont très, voilà, qui sont des planches, projets, comme j'ai rendu telles quelles et alors le but, c'était d'avoir dans chaque, pièce de la maison, des rubriques. Donc en effet, l'utilisateur, quand il venait cliquer sur, une zone de la maison, au survol, il avait le nom de la thématique. C'est pas très accessible non plus. J'ai plein de trucs à redire sur ce projet-là, mais on va pas rentrer dans les détails et donc du coup, après on avait un zoom sur la partie de la maison et on avait ensuite, par exemple ici, bah, la catégorie, des différentes, bijoux avec tout un tunnel d'achat et alors là, ça se complexifie parce que qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais mon idée qui était, une idée très, voilà, très artistique, avec, un axe très créatif. Ah, mais comment on fait de l'achat sur mon site? Bon, du coup, je me dis: «Mince, là, je sais pas faire moi, Flash, ça devient complètement compliqué» et là, du coup, j'ai dû me rapprocher d'une personne qui était spécialisée sur le développement et donc on a eu ce que je ne voulais pas avoir, un décrochage vers un site boutique. Parce que oui, en effet, au bout d'un moment, chaque outil a ses limites en tech et donc ça a été ma première re confrontation à, la créativité qui n'a pas été, en tout cas, réfléchie au profit, de la solution technique. Donc du coup, déjà, ça a été pour moi un premier enseignement. Ça a été, bah, en effet, je suis partie sur Flash, j'ai investi du temps, en même temps, ça m'a permis aussi, bah, d'avoir le produit que je voulais, fidèle et en maîtrisant tous les de bout en bout. Mais je n'avais pas, en tout cas, étudié la robustesse, on va dire bah, de tout mon produit, au global. Donc là, aujourd'hui, ce projet était comme ça en 2009, il s'affichait très bien et aujourd'hui, il s'affiche comme ça. Donc ça après, c'est un problème aussi, on va dire, d'outils. C'est-à-dire que je ne pouvais pas et même beaucoup de développeurs ne pouvaient pas imaginer, à l'époque où je l'ai conçu que Flash ne serait plus pris en compte sur, les différents navigateurs. Mais en tout cas aujourd'hui, le site, si je cherche à le charger et à le mettre en ligne, il ressemble à ça. Donc ça, c'est une grosse problématique. C'est qu'aussi il faut et ça c'est un autre enseignement, c'est, s'assurer que, le produit sur lequel, vous allez finir en tout cas votre conception, sur lequel il va être en effet, techniquement implémenté, est une solution fiable et sûre.
Alors voilà, en 2009, on pouvait pas le savoir. Plus récemment, on pouvait un peu le savoir. Il y en a encore beaucoup qui ont conçu sur Flash d'ailleurs, hein, en étant des irréductibles gaulois. Mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer, en tout cas pour introduire cette présentation, ça a été déjà qu'en 2009 et sans être dans un cadre professionnel, j'ai été confrontée, déjà, en tout cas, à 2 problématiques d'ailleurs, qui sont en effet, le travail collaboratif et en amont réfléchir sur la faisabilité technique. Et après est arrivé le monde de l'agence digitale. Donc là, j'ai commencé ma carrière vraiment dans des agences de 60 personnes, en ayant la chance d'avoir toute l'équipe, produit, dans la même agence, c'est-à-dire les développeurs, les designers, à l'époque les chefs de projet parce qu'on ne parlait pas encore de product owner et du coup, en effet, en ayant tout ce petit monde autour de moi avec sa propre spécificité. Donc pour vous expliquer, moi je l'ai un peu vu comme ça. Ça veut dire que dans le monde de l'école, on fait un peu de tout. On est, aussi libre de pouvoir, je sais pas, aller sur de l'UX, de l'UI, du développement. On peut s'essayer même à du motion et en fait, ce qui arrive souvent dans le monde de l'agence, c'est qu'on a des barrières. Même dans des petites structures, même si on essaye d'avoir des postes, hybrides, on a quand même ce côté de se dire: «Ah oui, de l'autre côté, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses» et chacun a sa propre, en tout cas, fiche de poste. C'est comme ça que c'est conçu. Même dans des petites startups, on a tous une fiche de poste, plus ou moins libre, mais on en a tous une. Donc du coup, c'est vrai que quand on commence un projet, ce que j'ai vécu en tout cas moi, c'était d'avoir chacun, on va dire, sa place, son poste et ses attentes. Donc pour vous expliquer aussi, on n'était pas au moment de l'agilité et aujourd'hui on n'est pas dans le même domaine. Donc je vais passer très vite parce que ça vous concerne moins. Mais pour vous expliquer, on avait vraiment le chef de projet. J'ai mis les designers dans une même boîte, mais on pouvait avoir aussi plusieurs typologies de designers. Des développeurs, on pouvait aussi avoir plusieurs typologies de développeurs et on avait le produit final. Donc ce qui se passe, c'est exactement ce que je vais essayer de vous représenter de manière très synthétique en animation. C'est que ça commence par le chef de projet qui souvent de son côté a récolté le besoin et voilà, a fait en effet, aujourd'hui, ce qu'on fait quotidiennement côté UX. On a les designers qui challengent le produit et puis après on a vraiment ce côté passation de poste en poste pour délivrer le produit final. Alors je ne vais pas vous faire plus de teasing, ça crée beaucoup d'irritants. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est très central et qui est en effet, ce qui existe aujourd'hui dans l'agilité, on a ces passations qui ne se passent pas bien. Parce que alors déjà, la problématique, c'est de ne pas avoir, le produit, central, à toutes les, spécificités. Et en fait, on travaille vraiment poste par poste. Donc ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que je vous disais, j'ai eu la sensation d'arriver avec des murs et de devoir vraiment, bah, se passer à chaque fois, le projet, au stade où il en est de spécialité en spécialité. Donc le chef de projet avait déjà réfléchi à des guidelines, avait déjà réfléchi à des fonctionnalités. Le designer essayait de les challenger, mais du coup, il fallait faire très rapidement, la partie, maquette et puis après le développeur, bah, lui, il avait, le bout du train en plus, il devait, produire, le produit final en ayant, bah, vu, la partie du designer. Donc ça, c'est en effet ce que j'ai connu au début et donc pour moi, ça a été un peu une désillusion, parce que je me suis dit: «Bah, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille à l'école. Comment ça se fait que dans le monde de l'entreprise, on a ces histoires de passation entre les différents métiers et qu'on n'a pas, ce travail très collaboratif finalement qu'on vit en école?» Et je pense que vous le vivez encore d'ailleurs, dans vos groupes projets ou dans vos voilà, dans vos projets, fictifs ou réels d'ailleurs, de manière scolaire. Et alors, aussi pour vous expliquer, parce que j'ai trouvé ça très drôle de vous montrer ce qu'il était avant, ce qui se passait, c'est que pour expliquer aux développeurs ce qu'on avait fait, donc on avait, souvent d'ailleurs, vu qu'on était en cycle en v enfin en produit, cycle en V très classique, donc on a vraiment tout le produit qui est conçu d'un coup. Faut imaginer ça, on n'est pas du tout dans les méthodes de l'agilité, encore une fois, faut revenir à la préhistoire, j'ai l'impression. Du coup, on livrait vraiment aux développeurs tout le produit fini d'un coup, d'un bout d'un seul et ce qu'on faisait en tant que designer, c'était des spécificités graphiques et fonctionnelles. Alors souvent le fonctionnel, c'était plutôt le chef de projet qui le faisait parce que ça les designers n'aimaient pas du tout le faire et nous, en fait, on livrait plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Donc c'est un document, assez long. Je vais vous faire quand même un petit focus. Voilà, où on vient
donner au alors là, on est en plus en SP et en DP, donc c'est pas des pixels, c'est une autre valeur pour ceux qui connaissent. On rentre dans quelque chose de très précis là. Donc on était sur de l'Android, je pense, à ce moment-là et donc en fait, en effet, c'est un cahier des charges où on vient spécifier, pardon, pourquoi je complexifie les mots? Spécifier, les tailles de typo, les couleurs, les marges et bien sûr, alors je ne sais pas si au début du doc je l'avais fait, ce qu'on peut faire aussi, bah, c'est quand même faire un peu d'intelligence, hein, c'est de mettre des couleurs principales. Je pense que ouais, je vous ai pas mis les typos, mais on pouvait aussi mettre, les titres seront toujours de cette taille. Voilà, on pouvait quand même faire quelque chose d'intelligent, mais vous voyez quand même que ça devient vite un gros bébé. Parce que si on a toutes les pages à spécifier et ben, en effet, ça prend du temps. Donc ça, c'était pour s'assurer, bah, que, le développeur, il puisse en effet, travailler avec, ce qu'il a parce qu'en effet, on n'a pas le même langage que, à l'époque, on était aussi sur Photoshop, donc c'était pas la même chose. Mais, en effet, c'était déjà lui donner des guides pour qu'il puisse, intégrer la maquette. Donc, voilà, ça, c'est des mauvais souvenirs pour moi parce qu'honnêtement, c'est beaucoup de temps passé, pour une valeur ajoutée très pauvre parce que je vous le donne en mille. Ce qui se passe après, c'est la fameuse recette graphique. Alors, je vous ai mis une image très sympathique, pour ne dénigrer aucun projet, parce que je ne voulais pas mettre le jeu des 7 erreurs sur un projet sur lequel j'ai travaillé. J'aurais pu en mettre beaucoup d'ailleurs et c'est pas une très bonne pub pour les personnes avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, c'est pas très sympa, parce que j'ai beaucoup de respect aussi pour les développeurs. Mais voilà, ce qui se passait, c'est qu'après, bah, il y avait des erreurs. Il y avait des erreurs de taille, il y avait des erreurs d'alignement. On avait aussi, le fait que les développeurs avaient une sensibilité différente, à la partie UI, donc on peut pas non plus être tous, égaux sur cette partie-là. Il fallait faire preuve aussi de beaucoup de pédagogie et de compréhension. Encore une fois, là, je vais vous parler d'empathie. C'est, de savoir que eux, c'est pas leur métier. Donc, ça peut être, très déroutant parce qu'on se dit qu'ils passent la journée sur des écrans, mais on fait pas le même métier. On a la même finalité, mais on n'a pas le même point de vue et j'ai été souvent très surprise de voir que certains développeurs, par exemple, ne voyaient pas de différence entre, une couleur, qui n'était pas du tout la bonne, en fait. Donc ça aussi, c'est des choses ou des espacements, voilà, aberrants entre ma maquette et ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, ça, c'est le plus gros irritant qu'on avait sur cette partie-là, qui s bah, qui est ici et qui est ici, en fait. Donc pour un designer, ça va être de voir son produit, très rapidement exécuté et des fois de façon, bah, aléatoire parce que, du point de vue du développeur, lui, il avait peut-être d'autres enjeux et d'autres priorités qui ne sont pas la partie, qui intéresseront plus, le designer sur la finalité de son produit. Donc voilà. Donc ça, c'était un peu pour, vous introduire et après pour revenir quand même à la partie designer et tech, c'est que de l'amour parce que peu importe si aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai commencé dans un environnement où c'était très compliqué de pouvoir en effet faire, de la passation et vous l'avez vu, j'ai quand même eu un background où j'ai appris, quand même certaines, choses dans le développement. Ça a été pour moi aussi une manière de me dire: «Eh bah, c'est pas évident» et c'est vrai qu'en ayant commencé un peu dans le dur, je me suis rendu compte que, c'était pas un problème de mindset, c'était plus un problème d'outils. Donc c'est ce qui amène en fait à la suite de cette conférence. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret, donc c'était en agence. Je travaillais encore avec les anciennes méthodes que je viens de vous énumérer. Donc McDonald's, c'est un projet, forcément avec, beaucoup de visibilité et je travaillais avec 2 développeurs, un Android et un iOS. Et en fait, on a vraiment, développé une bonne synergie sur ce projet-là, parce que déjà de un, je pense qu'on était tous engagés sur le produit. Donc ça, c'est aussi, quelque chose de très fort, mais qui va dépendre aussi, bah, de beaucoup sur de l'humain. Donc vous n'avez pas forcément, la main dessus. Mais aussi ce qui a beaucoup fonctionné, c'est le fait de les accompagner sur, par exemple, l'explication des maquettes. Et je parle vraiment d'explication orale. Ça a été de leur dire: «Bah, voilà, moi l'onboarding, j'imagine quelque chose de dynamique avec des choses qui se passent comme ça». Et j'avais pas pour habitude à l'époque de prototyper beaucoup de choses, parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais je leur ai expliqué, je leur ai montré des exemples. Et en fait, en les engageant sur quelque chose qui était, en effet avec de la valeur émotionnelle, parce que le but aussi du projet, c'était, d'engager aussi, bah, le client sur une interface avec beaucoup plus de micro-interactions, bah, ça a été aussi un moment de discussion entre 2 pratiques qui ne sont pas les mêmes. Donc l'aspect vraiment, eux, ils vont devoir intégrer ce que je pense
et moi je devais leur montrer ce que je voulais vraiment qu'ils fassent. Et c'est la première fois en tout cas sur les projets, dont je vous ai parlé précédemment, qu'on a eu on va dire en tout cas une synergie sur ce que j'attendais et sur ce qui s'est passé. Il s'est passé aussi quelque chose de très drôle, c'est qu'il a commencé à y avoir de la compétition, mais gentille, amicale, de la compétition, du challenge, on va dire, entre le dev iOS et le dev Android. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, je vais vous donner un cas très concret, quand vous ajoutez un hamburger dans votre panier, et ben vous allez avoir le petit hamburger qui va venir dans votre panier, dans votre tab bar. Et du coup, sur Android, il y avait beaucoup moins de flexibilité à l'époque en plus, et il s'est challengé pour le faire aussi. Parce qu'en effet, il s'est rendu compte que quand on ajoute quelque chose dans son panier et qu'on a l'animation qui suit, c'est beaucoup plus fort au niveau, de l'acte d'achat pour l'utilisateur, c'est beaucoup plus engageant. Il y avait aussi ce côté un peu friendly et il aimait bien. Donc lui-même s'est challengé parce qu'il y a eu en effet aussi, un entrain de voir ce qui était possible de faire. Donc dès que vous allez engager aussi, les équipes sur, ce que vous voulez et en argumentant et en montrant les choses, vous gagnez une grosse partie en tout cas, de la bataille de la partie, fusion design, tech. Alors, un changement de méthode et de nouveaux process, donc ça, ça va être vraiment aussi, le point de changement que j'ai pu observer, c'est l'arrivée de l'agilité. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, quels sont vos différents niveaux sur la compréhension de l'agilité, surtout dans les cours que vous pouvez avoir aujourd'hui. En tout cas, rien de tel que ce que vous allez pouvoir observer en cas réel. L'arrivée de l'agilité, ça a tout changé. Ça a changé déjà nos process, donc le but, c'est pas que je vous donne un cours sur l'agilité, mais grosso modo, ce qui s'est passé, c'est ça. Alors là, j'ai mis le donut au milieu, parce que je me suis dit: «Ça pouvait être drôle de reprendre le donut». Donc vous avez tout le monde qui est autour du produit. Alors je vais pas vous donner vraiment tous les cours de l'agilité, encore une fois, hein, c'est pas le but, mais c'est de vous expliquer qu'on est tous réunis avec l'agilité autour d'un produit et de la réalisation de ce produit, on est beaucoup plus engagés. Alors, si je vous donne des exemples, déjà, on a des rituels partagés. Peut-être que vous connaissez la théorie, peut-être que vous l'avez même déjà, éprouvé en physique, mais il va y avoir des réunions quotidiennes, organisées pour discuter. Alors là, du coup, vous allez pouvoir y prendre part ou en effet, peut-être venir quand vous en avez enfin, vous êtes seulement sollicité en tant que designer. Mais en tout cas, voilà, ça permet à l'équipe d'échanger. Il y a un tableau de suivi pour montrer tout ce qui se passe. La grosse différence aussi avec le produit, en cycle en V, c'est qu'on va être sur, des livrables qui vont, se découper dans le temps. Donc on aura aussi, quelque chose de step by step qui sera beaucoup plus agréable, surtout qui a beaucoup plus de sens, même allié à la méthode du design thinking. Et après, on va avoir toute la partie pour chaque sprint de démo qui permet de montrer ce qu'a fait l'équipe, de, review, en effet pouvoir, voir sur les différentes, tâches qu'il y avait à faire, ce qui a été fait et on va, projeter ce qui sera fait dans le sprint d'après. Alors ce que j'ai remarqué souvent dans beaucoup d'organisations, c'est que les designers restent beaucoup en recul de ça et que c'est beaucoup, axé sur la partie tech. Donc ça, c'est une des choses que j'ai eu la chance de pouvoir appliquer sur un des projets, c'est, mettre le designer, aussi central qu'un, développeur. Donc c'est-à-dire, de chiffrer, et de planifier toutes ses tâches à lui, que ça peut être même des tests utilisateurs, ça peut même être, je sais pas, de la lecture de documentation, ce qui arrive souvent quand on arrive sur un projet en tant que designer. Donc, voilà, ça, c'est des choses aussi sur lequel, j'ai beaucoup vu, de différence entre la tech et le design. C'est que, les techs sont beaucoup engagés dans les rituels, là où beaucoup les designers n'y trouvent pas leur place. Alors, encore une fois, je suis pas là pour juger, mais ça fonctionne beaucoup mieux quand les designers, ils sont invités déjà et qu'ils peuvent donner leur retour et être inclus, dedans, c'est encore le must. Par exemple, lors des démos, le, designer, il va pouvoir faire ses retours aux développeurs et pas attendre la fin, du produit final pour, voilà, pour faire ses retours. Donc à chaque, démo, bah, il va pouvoir souligner, qu'il manquait peut-être des choses. Le fait d'associer alors je vous en parlais, les méthodes communes, donc encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais pour bien comprendre le schéma, ce que je veux vous faire, vraiment, mettre le point dessus, c'est, la démarche itérative. C'est-à-dire que nous, l'avantage, c'est qu'ici, si je veux vraiment schématiser, on va avoir toute cette boucle itérative de design et toute cette boucle itérative de sprint, de réalisation qui va être plus, en effet, sur la partie technique. Donc, de notre côté, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en fait, injecter de la matière à chaque sprint, au travail des développeurs. Et ça, c'est un gros changement dans le monde de la manière de produire des outils ou peu importe, des projets. C'est qu'on va pouvoir itérer,
avec, des sprints qui sont eux-mêmes itératifs. Donc on va avoir, cette double boucle itérative qui va, se conjuguer. Le tout étant d'avoir ces moments de synchronisation. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est d'être présent, au backlog, à la revue des sprints, pour pouvoir comprendre aussi ce qui se passe de l'autre côté. Parce que des fois, vous allez avoir des tâches qui sont très importantes et qui ne sont peut-être pas aujourd'hui ce que vous priorisez. Par exemple, je vous donne un exemple, si de votre côté, je sais pas, vous voulez refondre, le stepper, parce que le stepper ne fonctionne pas, vos utilisateurs ne les comprennent pas, peut-être qu'en fait les développeurs, ils travaillent sur quelque chose qui est back, donc qui est vraiment, pas visible, mais que s'ils le font pas en fait, bah, votre page va mettre du temps à charger. Voilà. Ça, c'est des choses en fait, les tâches invisibles, quelque chose qu'on oublie souvent et en fait, bah, ils sont là aussi pour travailler dessus les développeurs. Et maintenant, j'en viens aux méthodes et aux outils parce que, du coup, je vous disais au tout début que, en tout cas, tous les humains ont leurs spécificités. Tout le monde a son point de vue, sur, je sais pas, sur les aspects de design, sur aussi, l'engagement qu'il va mettre sur le produit et la communication qu'il va avoir dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des méthodes et des outils qui permettent d'avoir une collaboration idéale. Alors déjà, c'est inclure les développeurs dans la phase de recherche et d'idéation. Alors ça, c'est un impondérable, c'est-à-dire c'est quelque chose aussi, qu'on garde, vraiment, je trouve secret. C'est que souvent les designers, en tout cas UX, quand on est en phase de recherche, on a tendance à, avoir ce côté un petit peu en chambre. C'est pas négatif, hein, c'est-à-dire qu'on va, organiser nos tests utilisateurs, notre recherche, que ce soit du quantitatif ou du qualitatif et ensuite on va restituer à l'équipe, nos grands enseignements. Par contre, bah, ce qu'il faut pas oublier, c'est que, lorsque vous allez faire, votre, je sais pas, votre recherche terrain, même si ça peut être, par exemple, aller sur un lieu, observer des choses et bah, vous devez inclure dès le début des parties, de l'équipe projet parce que ça va permettre un engagement sur la suite du projet qui sera beaucoup plus forte et vous allez, moins perdre de temps peut-être à expliquer des choses. Donc, moi à une époque, je restituais obligatoirement à l'équipe, projet, c'était une évidence pour moi. Mais, je n'avais pas toujours cette démarche d'inclure quelques développeurs avec moi. Par exemple, quand vous restituez une audit, que ce soit d'ailleurs, que ce soit que pour des développeurs ou des parties prenantes, le but c'est de leur montrer du concret et de leur expliquer, par exemple, que vous avez eu des verbatim très forts sur quelque chose qui peut-être, en tout cas de leur côté, avait passé beaucoup de temps à développer. Donc là, vous allez générer chez eux une compréhension du pourquoi, par la suite, on va modifier quelque chose. Donc c'est en les incluant dans cette démarche, seulement en ayant, cette ouverture, en tout cas, au début, que vous allez pouvoir gagner du temps après. Et ça, c'est très important parce qu'encore une fois, vous allez gagner du temps sur, le fait de devoir, expliquer. Peut-être qu'il va y avoir des malentendus qui vont créer des frictions. Les personnes, côté développement vont se dire: «Ah beh, c'est que, de l'esthétique». Voilà, il peut y avoir ce genre de raccourci pour quelqu'un qui ne connaît pas, notre métier, qui le voit aussi de sa propre fenêtre et qui n'a pas voilà, qui n'a pas la pleine connaissance de pourquoi on fait les choses. Pareil, lors d'ateliers idéation, ça m'est arrivé, notamment sur des projets où on avait un enjeu, très fort sur la faisabilité technique, d'embarquer les développeurs, lors d'ateliers. Alors ça, c'est quelque chose qui en tout cas, peut être remis en question, de par leurs, billets, qui sont, des billets qui sont logiques, hein, leurs billets, f de développeurs qui vont être avec leurs propres, idées reçues et il faut en effet beaucoup challenger la posture qu'ils vont avoir. Donc c'est très important, de leur dire en amont de l'atelier, que le but c'est de générer le plus d'idées possible et après de venir les challenger en équipe projet. Donc c'est aussi de garder des moments, pour échanger, je crois que je l'ai mis après en recommandation, ne pas penser que ces échanges-là sont, essentiels. Alors ils sont essentiels, mais sont pas, comment on pourrait dire? Suffisants. Il ne faut pas que ça. Ça veut dire que le but c'est pas non plus de l'amener, de lui dire: «Bah, voilà, il y a ça, donc tu n'as plus le choix». Le but c'est qu'il vienne voir ce qui se passe en atelier, puis après on va rechallenger avec lui. Donc moi, à chaque début d'atelier idéation, si j'ai une personne qui a une casquette alors, technique, PO, partie prenante, en tout cas engagée sur le projet, peu importe d'ailleurs, hein, je vais, le briefer au début de l'atelier et puis je vais lui dire: «Bah, voilà, on fait un atelier d'idéation. Le but, c'est de générer un maximum d'idées et donc en effet, il y a des choses sur lesquelles peut-être tu ne seras pas d'accord ou tu vas avoir en effet ton devoir d'alerte de par ton métier, mais je te demande de le garder un petit peu en voilà, en sas et de le ressortir à la prochaine réunion entre nous» et je les invite beaucoup à noter aussi les choses pour que, ils n'aient pas cette sensation que ça parte dans le vent.
Après les tests utilisateurs, très intéressant aussi d'amener, une personne, de la technique parce qu'aussi il y a quelque chose de très gratifiant, j'ai remarqué, à ce qu'ils puissent, regarder, comment le produit est utilisé. Donc encore une fois, ça va aussi dépendre, de l'investissement des personnes que vous avez. Parce que alors autant sur ces ateliers-là, ils sont très heureux de venir parce que, ils vont pouvoir voir, ce qui va être proposé et donc ils ont l'impression de se dire: «Bah, tiens, je vais être garant». Autant là, des fois, ils ont l'impression un petit peu d'être en plus. Donc il faut vraiment les engager en leur disant: «Oh non, test utilisateur, bah, tu vas pouvoir voir comment la personne se sert du produit». Donc là, j'ai remarqué que ça fonctionnait très bien, notamment quand ils étaient en test utilisateur réel. Ça veut dire sur le produit, en en démo, pas en prototypage. Voilà, produit final. Alors tout ça pour vous dire que en engageant le développeur pas sur la recherche, pas non plus sur l'analyse et pas sur l'implémentation, vous êtes, 100 gagnant sur le fait qu'il y ait beaucoup de discussions après. Beaucoup, beaucoup de discussions, beaucoup de friction aussi des fois, qu'on doit, aller à contre-pédalage de ce qui a été fait. Revoir les choses, devoir batailler et perdre beaucoup de temps et d'énergie finalement des 2 côtés. Alors que si vous amenez le développeur sur la partie observation, en tout cas de la recherche, venir aux réunions, être là aussi pendant les réunions sur, le concept de votre idée, sur les sketchings, bah, vous allez pouvoir en effet avoir quelque chose de beaucoup plus engageant. Donc c'est ce qu'on appelle en effet le design collaboratif et il est très fort notamment avec le développeur parce qu'on a cet enjeu de nous, on va venir imaginer le produit et lui va venir le construire. Donc c'est en abordant déjà une démarche beaucoup plus collaborative que vous arriverez à avoir une meilleure production sur la suite du projet. Ensuite, échanger les hypothèses, le plus rapidement possible pour donner à voir vos idées. Oups, je vois des coquilles, je vois des S qui manquent déjà. Corrigerai après. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir, même avant votre phase, de recherche, c'est déjà d'avoir peut-être avec lui des échanges sur le projet. Ça, c'est quelque chose aussi sur McDo que j'ai vu qui était très intéressant, notamment quand on bench des choses. Par exemple, le développeur, il va avoir des idées que vous n'aurez pas. Et ça, il faut l'admettre aussi, hein, c'est que ils ont leur connaissance, qui peut différer et puis ils ont aussi leurs expériences. Par exemple, je vous donne un cas concret sur McDo. La personne, elle commandait beaucoup, à l'étranger, sur des sites, de shopping enfin de retail et donc du coup, bah, en fait, elle m'a montré différentes manières de pouvoir, naviguer dans les catégories qui étaient très intéressantes et qui en plus techniquement, lui, trouvait aussi intéressantes à challenger parce qu'il voulait le faire, de manière totalement, professionnelle. Il m'a dit: «Ça, moi je veux travailler sur ce type de choses et je trouve que c'est très intuitif, très intéressant». Donc, oh pardon, excusez-moi. Donc pour ça, c'est juste un petit remember, le prototypage, c'est essentiel pour représenter le projet. Donc c'est pour moi, c'est le meilleur, outil qui va pouvoir, permettre, de pouvoir, discuter avec la technique. Ça va pouvoir aussi permettre de mesurer l'efficacité de votre idée. Quantifier aussi le niveau de satisfaction, donc ça aussi, c'est au niveau plutôt des utilisateurs finaux et anticiper les problématiques sur le projet. Donc ça, c'est le plus important pour moi. C'est qu'en fait, souvent, je vois, et c'est pas négatif encore une fois, je vois des designers qui attendent d'avoir la maquette parfaite. Donc je parle vraiment de sketching très rapide pour déjà pouvoir discuter, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si on doit, partir de zéro, souvent vous allez avoir en effet quand même vos premières idées en tant que designer ou vous allez ressortir d'une collecte avec des exemples déjà applicables. Le plus simple, c'est déjà de donner à voir votre idée, en sketchant des choses, en prototypant. Et là, j'aime beaucoup cette phrase qui dit: «Plus vite nous rendons nos idées tangibles, plus vite nous serons en mesure de les évaluer, les affiner et de tomber sur la meilleure solution». Donc là, d'un point de vue utilisateur, ça fait son sens, mais si vous le regardez aussi d'un point de vue technique, ça fait autant de sens. C'est-à-dire que plus vite vous allez montrer des choses, même à l'équipe projet, plus vite ils vont pouvoir évaluer la charge, comprendre la complexité, réfléchir aussi peut-être à d'autres choses, aller peut-être voir des je sais pas, d'autres applications qui peut-être fait écho à ce que vous avez commencé à montrer qui leur permettront de revenir vers vous et de dire: «Bah, tiens, telle personne a fait ça, telle application proposait ce genre de choses». Donc encore une fois, ça peut être vu de 2 aspects, différents de cette phrase et je trouve ça intéressant parce que je l'utilise autant d'un point de vue utilisateur, mais que d'un point de vue aussi équipe projet. Sketcher tout le temps et le plus tôt possible, ça aussi c'est quelque chose que je vous encourage à faire parce que du coup pendant la phase de recherche et d'idéation, vous allez pouvoir, générer le plus d'idées possible et pendant la phase de conception, forcément vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus appliqué à ce que, vous allez pouvoir, on va dire, formaliser. Je vous donne un exemple aussi, donc ça c'est un projet sur lequel, j'ai travaillé qui est une application, de VR.
et à cette époque-là, il y avait pas beaucoup d'applications de VR, en tout cas qui étaient très, médiatisées. Donc c'était pas évident de comprendre presque comment ça fonctionnait et l'un des premiers enjeux, ça a été déjà de comprendre comment on allait le concevoir en interne, en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel, je voulais, vous, vous sensibiliser. C'est que, on n'a pas toujours, la science infuse et que, même si aujourd'hui on a beaucoup de choses qui se répètent, par exemple, les sites web non responsive, des applications natives sur lesquelles vous avez travaillé depuis longtemps. En fait, il faut pas oublier que vous avez cette dépendance, qui est pas du tout négative quand je dis dépendance, hein, parce que c'est une collaboration. C'est, de comprendre, bah, comment ça va se passer. Parce que si, je pars dans mes idées sans avoir vérifié, que c'est possible ou même connaissance de comment ça se fait, et ben, en fait, il n'y aura jamais de réalisation. Donc là, c'était tout l'enjeu de ce projet, c'est d'échanger sur, comment envoyer les choses et en fait, à côté, ce que vous voyez pas, c'est qu'on a, la personne qui était, développeur qui regardait si on avait dans les guidelines de la VR, un composant qui ressemblait à ça, si on pouvait le faire. Et donc on venait à chaque fois changer, les choses pour arriver à quelque chose qui en effet trouve un consensus entre ce qu'on voulait faire et ce qui était possible. Donc s'en est suivi, beaucoup de découpes, de tests aussi, très foireux pour être honnête, de VR qui ne fonctionnaient pas dans le casque. Donc ça a été aussi, parce que ce qu'on peut aussi, révéler, c'est que, bah, côté, tech, il y a aussi de l'apprentissage sur les nouveaux usages. Donc il y a eu un apprentissage aux 2 niveaux et c'était très intéressant du coup d'avoir ce travail collaboratif qui a été un peu imposé parce que dans un sens, le développeur n'était pas sûr vu qu'il n'avait jamais développé d'application VR et le designer savait encore moins parce qu'il n'avait jamais conçu d'application VR. Donc il y a eu aussi de l'empathie, je pense, grâce à ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se dire que quand on ne connaît pas quelque chose et que, les 2 sont sur le même niveau, ben, on a cette sorte de balance qui revient à dire: «Bon, personne ne sait, donc autant s'aider». Après, il y a aussi quelque chose que je trouvais intéressant à vous montrer, c'était la micro-interaction. Alors ça, c'est aussi quelque chose donc par exemple, je vous parlais sur le McDonald's du fait de devoir, expliquer, par exemple, le burger qui vient dans le panier. Donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai réalisé pour montrer aux développeurs, ce que j'attendais. Alors c'est quelque chose de très précis, c'est pour voir votre solde, sur votre compte en banque, sur votre application mobile et le but, c'était de montrer aux développeurs que quand vous appuyez sur le bouton, donc ça s'appelle le force touch et bah, plus vous restiez appuyé, plus vous pouviez voir le début de votre solde. Si je relâche, ça repartait en arrière. Si je continuais à appuyer, à maintenir le force touch et bah, j'avais ma mire de connexion. Donc ça, c'était essentiel de le prototyper. Sinon, comment vous allez expliquer ça? Entre, je vois mon burger aller dans mon panier et je vais jusqu'à là, il y a du travail. Donc du coup, c'était aussi un enjeu pour moi en tant que designeuse de montrer ce que je voulais vraiment avoir au final. Encore une fois, donc là, on est dans du prototypage. Alors un prototypage, très haute fidélité, vu que c'est même de l'interaction fine. Le but étant toujours de montrer, de donner à voir, ce qu'on veut en résultat final. Parler le même langage. Alors c'est mieux pour se comprendre. Ça, c'est un peu on va dire la plus grande complexité, je trouve et c'est pour ça aussi que je vous ai introduit mon parcours en vous échangeant, en vous montrant la partie développement, parce que du coup, j'ai quand même une facilité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai été nourrie quand même, dans ma scolarité avec, des bribes de code, même si, je n'ai pas fait ma spécialité, là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on arrive à ce niveau-là et qu'on doit en effet échanger avec des développeurs et qu'on a fait toute la partie en amont sans connaître le métier d'un développeur, et ben, il y a des choses qui vont manquer et forcément, vous allez vous rendre compte que vous ne parlez pas le même langage. Alors, tout à l'heure, vous avez vu sur l'écran que je vous ai montré des chiffres, des nombres, voilà, des choses, un peu obscures. On va pas se mentir, c'est peut-être le plus difficile, c'est de comprendre le langage d'un développeur. Après, je ne tiens pas à dire parce que de notre côté aussi, je crois que c'est très difficile pour eux de comprendre ce qu'on fait des fois. Alors, des bases à connaître. Ah ouais, bah, alors là, on va revenir aux fondamentaux, c'est les grilles. Donc vous allez avoir plusieurs, choses à connaître pour, en effet, comprendre ce que votre, développeur va devoir faire de vos maquettes et plus tôt vous allez, y penser dans votre conception, plus simple ce sera par la suite et en même temps, plus fidèles seront les maquettes qui vont être, produites. Donc avoir moi j'aime bien appeler ça une démarche, dev friendly pour les designers. C'est d'avoir une démarche, sympathique et c'est d'arriver déjà en leur disant: «Bah, je connais ton langage, je sais que voilà, tu es sur cette technologie-là». Donc c'est déjà avoir un intérêt sur
la technologie et ce qui va devoir être fait après. Donc par exemple, connaître aussi, les tailles, de caractères, donc parler avec, donc aujourd'hui on parle en pixels. Il peut y avoir aussi d'autres, langages, donc c'est aussi s'adapter à eux, ce qu'ils vont, devoir avoir à faire dans leur logiciel et ensuite on a aussi des choses qui sont un petit peu plus complexes que vous voyez à droite qui sont de l'ordre du responsive. Donc c'est peut-être leur dire quelles marges sont fixes, quelles marges vont être étirables. Ça, c'est des choses sur lesquelles, encore une fois, quand on est designer et ça a été, je mea culpa, hein, ça a été l'un de mes 1ers échecs, hein, c'est pas négatif, hein, faut le dire quand ça marche pas, ça a été de penser ma maquette finale comme, je sais pas, comme une vérité vraie et en fait, me rendre compte, bah, non, qu'au bout d'un moment, votre maquette, elle va s'adapter à des écrans différents, elle va vivre, des fois sur des supports que vous n'avez pas pensé, elle va être chargée aussi sur des navigateurs plus ou moins lourds. Plein de choses, en fait, finalement, qu'on oublie de penser en tant que designer dans une expérience pourtant utilisateur, hein. On parle bien du UX et en fait, pourtant, on se retrouve avec des choses des fois qui s'adaptent mal, des chargements un peu longs, alors que pourtant, en effet, on a fait une démarche, de designer, très propre, hein, très clean, mais on s'est pas assuré, en tout cas que, la production, ait, tout, à sa disposition pour avancer correctement. Donc ça, par exemple, le responsive, c'est quelque chose qui arrive, dans 90 des projets encore aujourd'hui, hein, je dirais. C'est, d'avoir des maquettes, qui sont prévues pour une seule résolution. Alors aujourd'hui, on a la chance sur les nouveaux outils, ça aussi c'est quelque chose que je j'aborde un peu plus tard, c'est, la chance d'avoir des outils, qui peuvent, s'adapter à différentes tailles et prévoir des designs pour différentes, tailles d'écran. Heu, mais encore une fois, il faut le penser et puis il faut prendre le temps de le faire. Donc voilà, ça vient juste après, parfait. C'est, en effet le partage de nos nouveaux outils. Aujourd'hui, on a des outils qui sont très, très, adaptés au fait de pouvoir partager avec les développeurs, du code. Alors ça fait pas tout, c'est ce que je tenais à vous dire aussi parce qu'on a l'impression que, oh bah, maintenant que j'ai fait ma maquette, sur Figma ou sur Sketch ou, sur Adobe XD, peu importe, le travail est fait. En fait, c'est une toute petite partie de l'iceberg. Si vous regardez un peu en détail, vous allez avoir un code qui est finalement un code fixe, qui est, la taille de votre typo, donc il remplace très bien mon doc, que vous avez vu en PDF au début de cette présentation, qui était très lourd, qui prenait beaucoup de temps. Donc, merci, aux éditeurs, de logiciels d'avoir fait quelque chose enfin pour faire le pont entre les 2 métiers. Mais en tout cas, ils règlent pas tout et ça, je tenais vraiment à le dire aujourd'hui aussi aux étudiants parce que je sais que c'est quelque chose, malheureusement, bah, on se dit: «C'est fait», voilà, mais ça ne fait pas tout et c'est pour ça que cette petite écran enfin ce petit screenshot vous explique que là, vous allez avoir des marges fixes et des choses qui vont, en tout cas, s'adapter. Ça peut pas être dit dans ce type de logiciel encore. Après, je vous parlais du coup de connaître les bases et bah, ça en fait partie, c'est la documentation des développeurs. Alors, ça fait beaucoup, je sais que c'est pas forcément, digeste, enfin je vous montre, la page la plus sympa, hein, parce que si vous allez sur ces, sites web, vous allez voir que c'est beaucoup moins sympa quand on rentre dans le détail. Alors ce que je vous conseille, c'est d'être accompagné d'un développeur pour lire cette documentation, parce qu'il faut pas oublier qu'on n'est pas des spécialistes. Donc, encore une fois, le but c'est de vous dire: «Il y a tout en ligne». Ça veut dire que vos développeurs, vous sortent des mots que vous compreniez pas, Bootstrap, Material UI, React. Moi, je connaissais pas ça au début, hein, je les ai pas appris en cours pour être honnête et pourtant, en fait, quand on regarde, on a toute la connaissance à apporter. Donc en fait, c'est un peu comme quand vous leur dites, «Bon, bah, je vais faire un user test, avec, des utilisateurs finaux», ça leur parle pas forcément. Donc encore une fois, ils peuvent aller voir la documentation, donc faire le premier pas ou vous pouvez, les accompagner. Donc pour être transparente, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'avoir des développeurs qui étaient, plutôt, collaboratifs, hein, faut pas se mentir et qui avaient en effet la motivation de et la pédagogie aussi, hein, de me montrer les choses. Mais, encore une fois, ça peut être une très bonne démarche de commencer à mettre, le pied dans la porte de votre côté, de rentrer, par ce que vous pouvez, en fait, tout ce que vous comprenez, pour montrer en tout cas que vous êtes motivé et que vous êtes, partant pour comprendre le sujet avec eux. Donc par exemple Flutter, je vous l'ai mis un exemple très concret, je vais passer un petit peu vite pour qu'on ait le temps de tout voir. Mais Flutter, je vous en parle parce que c'est une technologie assez récente et que j'ai travaillé avec une développeuse dessus, sur un projet qui est très atypique. C'était un projet, qu'on a dû faire très rapidement parce que c'était dans le contexte de la crise, sanitaire, donc de Covid. On a créé une application, à but, parental, enfin vraiment pour les parents qui sont en situation,
de burn-out parental ou en tout cas d'épuisement parental. Donc il y a eu beaucoup d'enjeux sur ce projet parce que, déjà, c'était très court. Il fallait pas attendre trop longtemps pour le faire parce que, pour vous donner vraiment là quelque chose de très concret, c'était, vis-à-vis des violences, qui avaient augmenté pour les enfants. Donc ça a été une donnée, très forte, qui a mobilisé, beaucoup d'acteurs sur le projet. Donc l'éducation, nous a permis aussi, de mener à bien ce projet, pardon. Et du coup, pour en revenir à notre sujet, on devait développer très vite ce projet, et donc ça a été aussi un enjeu de se dire: «Est-ce qu'on fait du no code? Est-ce qu'on part sur une techno un petit peu plus robuste et du coup on intègre un développeur?» Donc techniquement ça prend de l'argent sur un projet où on n'a pas beaucoup de budget. Mais par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait la recherche et que comparé à mon tout premier projet d'école, dès le début, j'ai sondé les fonctionnalités très fortes du projet qui sont la géolocalisation, de la communauté, pas forcément d'achat en ligne. Donc voilà, on avait écarté et en fonction de ça, on a demandé à une experte, qui était développeuse de, nous donner sa préco et elle nous a parlé de Flutter. Elle a dit: «C'est quelque chose qui peut être, voilà, qui peut se mettre en place sur, très facilement, qui peut être sur l'Android et de l'iOS». On ne développe pas pour chaque, plateforme, donc on a aussi un gain, sur ça et donc c'est ce qui a permis, de faire des écrans, très rapidement aussi. Je vous montre ces écrans-là parce que c'est des écrans qui ont été faits très rapidement. Je pense que j'ai pas besoin de vous, demander, qu'est-ce qui choque, enfin qu'est-ce qui vous choque, le plus? C'est qu'il y a beaucoup de cards. Donc les cards, c'est les carrés arrondis que vous voyez sur tous les écrans. On a fait ce choix parce que sur Flutter, c'est un peu comme Material UI, il y a énormément de cards, ça fonctionne comme ça. Et donc, en ayant compris, la technologie Flutter avec, donc la développeuse Olivia, on a pu avancer très vite. Ce qui a permis de gagner du temps et puis, bah, des fois, je pouvais un petit peu lui mettre, «Bah, tiens, j'aimerais bien qu'on fasse une jauge un petit peu travaillée» et du coup, ça permettait d'avoir un entre-deux entre: «Je connais ta technologie, je sais ce qui est rapide pour toi» et moi, en même temps, mes utilisateurs, ils ont besoin d'avoir, quelque chose qui est un petit peu plus travaillé sur la jauge avec des grips, des choses un petit peu plus travaillées, sinon ils comprennent pas. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'en faisant un pas aussi vers la technologie du développeur, vous gagnez aussi, tout à pouvoir vous, de votre côté aussi, vous dire: «Ça, je sais que c'est compliqué pour lui et je vais lui dire» et je sais qu'en effet donc déjà, en ayant cette approche-là, vous allez pouvoir être beaucoup plus, déjà, empathique de sa situation et puis vous allez pouvoir aussi vous dire: «Bah, ça, je sais qu'il va aller vite et ça, je sais que ça va lui prendre du temps». Donc ça vous permet aussi de pouvoir, dans un certain sens, quantifier le travail qui reste à faire. Encore une fois, un outil qui est pas très agréable, c'est Jira et qui est utilisé dans beaucoup d'entreprises. Il y a aussi Trello d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais c'est un suivi, des tâches qui aujourd'hui sont sur, des projets. Enfin voilà, donc vous avez un board, par projet et vous allez avoir en effet, des tailles qui sont attribuées en fonction, par exemple, des chantiers et puis vous allez avoir des personnes qui sont assignées dessus, donc en fonction de leur casquette. Donc vous allez avoir des tâches, back, et des tâches front et aussi moi ce que j'essaie de faire de plus en plus au quotidien, c'est d'impliquer, les designers, à participer en tout cas à être sur le board pour qu'on voit, les tâches, heu, qui leur sont, de leur propre responsabilité et puis ça permet aussi de voir les dépendances. Alors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique Jira pour voir ça, c'est afficher clairement les dépendances. Alors là, c'est quelque chose sur lequel j'ai vraiment vu un changement sur le projet. Alors c'est un outil qu'on a fait nous-mêmes parce qu'il n'existe pas et encore une fois, c'est quelque chose qui pourrait être, totalement peut-être fait dans une fonctionnalité plus tard sur des outils, de ticketing. Mais, en montrant, donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a fait en interne, sur, je crois Google Slide ou enfin voilà, un outil comme ça. Le but c'était, de mettre les tâches, de l'équipe et de les taguer si c'est un UX, si c'est un UI et à quel moment il y a une tâche, de dev et s'il y a des dépendances, de créer des liens. Donc ça a aussi permis de montrer les dépendances qu'on avait tous les uns vers les autres et d'avoir quand même une vision aussi collaborative et collective. Donc on reprenait les user stories qui étaient écrites dans le tableau de bord, donc ça permet aussi de se raccrocher à quelque chose de concret. Mais par exemple, donc là c'était particulier parce que je me rends compte que c'était pendant la fermeture, d'août, enfin fermeture, pendant le temps de pause d'août et bah, du coup on avait organisé des ateliers, les développeurs n'étaient pas là parce qu'on ne pouvait pas mettre en production à ce moment-là et nous on en a profité pour faire des ateliers et pour maqueter des pages. Donc en effet, si l'UX ne fait pas l'atelier sur une fonctionnalité précise avec les utilisateurs, l'UI ne peut pas conceptualiser les écrans
et alors je vous le donne en mille, le développeur peut encore moins faire les écrans. Donc après, c'est très intéressant aussi de voir qu'ici on fait du macro-chiffrage. Ça veut dire qu'on étale, on va dire, la tâche et là, par exemple, vous voyez, il y a le manque de cadrage, qui est quelque chose qui est pas non plus négatif, mais c'est de dire que si le développeur, il voit pas ce qui est maquetté, il peut pas dire, combien de temps ça lui prend. Donc ça, encore une fois, ça a été vraiment, je trouve, un outil qui a très bien fonctionné. C'est de montrer les dépendances parce qu'encore une fois, et peut-être que j'ai une très faible connaissance de Jira, c'est pas quelque chose qu'on a réussi à faire avec la Scrum Master. On pouvait assigner des tickets, heu, qui étaient, sous des tickets, en fait, hein, mais on n'a pas cette notion, en effet, de fil, conducteur entre les différentes, tâches. Après, ça c'est très important, créer des échanges, d'avoir du partage, design plus tech, pardon. Je vous disais au tout début que c'est pas parce que vous les avez toujours, dans votre recherche, qu'ils sont là, présents pour écouter ce qui va être dit, que c'est suffisant. Parce que au contraire, il faut que vous ayez encore plus d'échanges à côté, que ce soit, dédié à un channel sur Slack ou faire du physique. C'est en effet discuter avec eux quotidiennement de vos idées et ne pas attendre justement, des moments où, vous allez leur dire qu'ils ne peuvent pas forcément brider les solutions. Typiquement l'atelier, dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on fait un atelier et qu'on sait qu'il y a des développeurs, et ben, on garde un temps d'échange à chaque fois pour échanger avec eux, pour aussi ça peut être très intéressant, que ça peut générer d'autres idées de leur côté. Ils peuvent même amener déjà des solutions sur des choses qu'ils ont peut-être entendues pendant l'atelier. Donc ça, encore une fois, je vous encourage à faire, des échanges autant que possible en physique, en distanciel, pour en effet avoir, un maximum, en tout cas de liens. Et après donc les avantages, donc ça je vais finir vraiment par cette partie-là, qui pour moi me semble très importante, c'est, en quoi aujourd'hui avoir, une collaboration, va vous avantager. Alors je l'ai plus ou moins dit dans tout mon discours. C'est l'occasion de faire une petite conclusion, propre. Déjà, le premier pour moi c'est essentiel, c'est s'assurer de la faisabilité des idées. Ça c'est primordial, vous pouvez pas avancer seul. C'est aussi pour moi, une collaboration qui est nécessaire et obvious. Il y a pas d'autre mot, vous pouvez pas faire sans eux. Pour moi donc ça veut pas dire qu'il faut leur demander qu'à la fin des idées, hein, si c'est bien, attention. Voire même récolter de nouvelles idées, encore plus pertinentes vis-à-vis, d'un choix technique. Alors ça, c'est très intéressant, parce que, le but, c'est pas d'arriver, de leur dire, «Voilà, c'est ça le repas, c'est ça ce qu'on va manger ce soir». C'est de leur dire: «Alors, on va manger peut-être ça ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Est-ce que, voilà, ça te fait penser à quelque chose?» Et c'est là, en fait, où vous allez pouvoir aussi construire d'autres choses et c'est aussi énergisant, enfin, dans le sens, ça donne de l'énergie aussi au projet, ça donne de la matière d'échanger avec l'équipe projet qu'avec les utilisateurs. C'est aussi ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est qu'on parle beaucoup dans le design et c'est une très bonne chose, hein, d'échanger avec les utilisateurs, mais on occulte, la partie équipe projet qui est, une source, très importante parce que c'est des personnes qui ont travaillé sur des projets, c'est des personnes aussi qui ont, peut-être, eu, dans leur carrière, des mêmes problématiques et qui vont aussi, résoudre des choses, des fois que vous allez peiner pendant tout projet à régler. Ne surtout pas, oublier que la récolte d'idées et de solutions, elle se fait aussi avec votre équipe projet. Après ça permet de diminuer les incompréhensions. Alors ça pour moi c'est vraiment, ça a été la clé à tout. C'est-à-dire que tout ce que je vous ai montré depuis le début, même si vous en faites que 10, ça permet en effet d'éviter toutes les incompréhensions. Même si vous avez une méthode agile, qui est très bien ficelée, en ayant un échange avec les techs, alors encore une fois, je vous dis pas d'être là à tous les délits, d'être, sur leur dos tout le temps, mais en tout cas, en faisant, on va dire, les bons échanges au bon moment, en les invitant au bon meeting, en ayant vraiment comment on pourrait dire? Cette conscience de savoir qu'ils sont là et que vous pouvez, en effet, que vous avez cette possibilité, de les mettre en avant ou de se nourrir d'eux, bah, vous allez vraiment diminuer tout ce qui va arriver après, qui va être des questionnements et aussi, l'engagement qu'ils vont avoir sur votre projet. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, au fur et à mesure, c'est que, les incompréhensions, ça va très vite d'ailleurs sur des projets, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais souvent on a notre idée claire, on a,
un product owner qui va écrire, ce que vous avez fait et en fait, je sais pas, d'un seul coup, il manque des choses. Il manque, en tout cas côté dev, ils ont l'impression d'avoir loupé, des choses et c'est vrai qu'on ne peut pas enlever ces échanges, entre designers et tech qui sont essentiels pour avoir, ce fil conducteur sur le produit final, hein. Ensuite, maximiser enfin, en tout cas, le fait d'avoir une démarche, friendly, tech, ça va maximiser, le développement qui va être fidèle aux maquettes, enfin ou aux produits en tout cas que vous faites, peu importe si c'est des maquettes ou autre chose. En ayant, cette démarche, obligatoirement, vous aurez quelque chose qui est beaucoup plus propre, que ce que vous avez fait. Alors je dis pas qu'il y a zéro marge d'erreur, hein, parce que, ça arrive tout le temps et après il y a aussi d'autres problématiques qui peuvent arriver sur le projet, le manque de temps, le problème de coût, le problème de humaine aussi, hein. On oublie de dire qu'il y a les problèmes humains qui peuvent impacter un projet, un développeur qui, n'est pas à l'aise sur la techno, ce genre de choses. Mais en tout cas, vous allez pouvoir, sonder plus rapidement, les choses qui peut-être ne fonctionnent pas ou n'ont pas été intégrées comme vous le souhaitiez, en ayant cette démarche-là que je voilà, avec tous les outils que je vous ai donnés avant. Et donc diminuer la recette graphique. Alors ça, c'est, du coup la finalité, c'est de se dire qu'en effet, vous allez, de moins en moins avoir à faire des allers-retours à la fin d'un projet. Je vous donnais l'exemple de la fameuse review qu'on fait, démo pardon, la démo qu'on fait où les développeurs montrent. Souvent moi pendant les démos, s'il y a un retour, c'est pas le moment de faire la recette graphique. Je vais pas leur dire, bah, la barre de recherche, tu l'as pas mise en haut, tu l'as mise en bas, enfin voilà, je vais pas le faire à ce moment-là. Par contre, je vais dédier un point pour en parler avec, le développeur et je vais dire que moi, pour moi, le ticket, il est pas done, en fait. Il a pas fait la tâche, elle marche, la sa barre de recherche, mais elle est pas comme sur les maquettes. Donc ne pas oublier qu'en fait, vous avez aussi votre devoir de valider les choses. Bien sûr qu'on peut tout valider en disant que ça marche, mais au regard de la maquette et c'est encore pour ça que je vous encourage à comprendre les outils, c'est que vous pouvez mettre la maquette dans le ticket Jira et dire: «Bah, en fait, non, ça ne fonctionne pas». Donc je dis pas que tout ce que je vous ai montré va forcément faire que vous n'aurez aucun retour à faire aux développeurs, c'est très rare, hein, mais en tout cas, ça va diminuer le temps que vous allez avoir à échanger avec eux après. Et ensuite, pour un peu faire une ouverture, il y a aussi quelque chose que j'ai observé, en tout cas, c'est une valeur très forte aussi qu'on porte, dans mon pôle design, c'est l'accessibilité et l'éco-conception. Donc les 2, enfin l'écologie, mais donc c'est l'éco-design et l'éco-conception à notre niveau. Donc donc je vais commencer par l'accessibilité. C'est vraiment pour nous aussi un enjeu on pourrait dire, pas que designer, donc il y a vraiment aussi cette collaboration avec la tech et l'accessibilité, du coup, c'est vraiment de rendre votre produit accessible pour tout utilisateur. Ça peut être un handicap, ou ça peut être aussi, quelque chose qui n'est pas permanent. Ça peut être un problème d'accessibilité, voilà, de quelque temps. Donc ça, par exemple, ça peut être très intéressant dès le début d'un projet, de l'identifier comme un facteur important, de se dire: «Bah, voilà, ce projet doit être accessible». Parce qu'on sait qu'on a aussi des degrés d'accessibilité qui sont différents selon les projets. Par exemple, si vous êtes sur un projet gouvernemental, bah, vous allez avoir une accessibilité très forte. Si vous êtes sur un projet plutôt vitrine, on sait que l'accessibilité sera peut-être moins forte. Donc encore une fois, ça c'est, à la base, enfin c'est au début du projet qu'il faut le déterminer et ensuite il y a vraiment encore une fois cette collaboration à mettre en place parce que vous aurez beau, dans vos maquettes, penser à l'accessibilité, si ce n'est pas bien traduit aux développeurs, si vous ne vous mettez pas à sa place pour comprendre aussi, je sais pas, votre code de couleur, ou des choses qui sont plutôt de l'ordre esthétique, ça ne servira à rien, en fait, du coup. Donc ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous allez penser accessible, il faut aussi que ce soit bien traduit pour la partie tech. Donc encore une fois, servez-vous des outils, que je vous ai donnés plus haut pour faciliter ce travail collaboratif et peut-être mettre l'accent sur les choses que vous voulez, sur vos maquettes, traduire dans votre production, sur la partie vraiment conception du produit. Et après, il y a aussi une grosse partie de l'accessibilité qui concerne uniquement les développeurs, mais qui sont quand même un enjeu sur l'expérience utilisateur globale, qui sont plus la partie, code. Et là, en effet, il y a quelque chose qui est, de l'ordre de notre non spécialité, c'est, de savoir, où rajouter des lignes de code pour que votre interface, par exemple, soit lue par des machines pour les personnes, malvoyantes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas forcément agir parce que c'est pas votre métier. C'est là aussi où je veux vous expliquer qu'il y a une barrière, hein, et je ne cherche pas à vous dire que vous devez devenir développeur. Mais par contre, ce que vous pouvez dire,
C'est que dans l'expérience utilisateur globale, vous voulez que ce soit intégré et là, du coup, en fait, il y a déjà quelque chose qui va être de l'ordre de on va estimer le temps que ça prend. Par exemple, de, rentrer toutes les balises, pour une personne qui est non-voyante ou malvoyante. Ça fait partie aussi, en fait, de votre connaissance en tant que designer, des choses qui peuvent être appliquées, même si c'est, d'un point de vue technique, en fait. Faut aussi regarder, plus loin et c'est la même chose pour, l'éco-conception. L'éco-design, c'est aussi savoir, les bonnes, pratiques, que ce soit, en termes de design ou en termes, techniques et de pouvoir en effet, mettre le curseur, exactement comme l'accessibilité, sur ce que vous voulez, en tout cas, proposer à votre expérience, utilisateur, globale sur votre produit et ça, encore une fois, ça va passer par, soit, de votre côté des choix graphiques, ou d'ailleurs, de dire: «Bah, non, on ne mettra pas de vidéo, non, on ne mettra pas d'image». Ou en effet d'avoir une dimension un petit peu plus, technique, de dire: «Bah, nos typos, on va choisir des typos qui, sont par exemple, pas très polluantes au niveau du pixel». Donc ça va vraiment très loin, hein. Donc vous pouvez aller vraiment dans un degré très fin et c'est aussi notre devoir en tant que designer de connaître ce qui est possible, tout comme l'accessibilité, dans la partie vraiment production. Donc ça aussi c'est un nouvel enjeu et ça rejoint, encore plus ce que je vous ai dit, précédemment sur, la partie réalisation d'un produit. Et après, il y a les nouveaux usages, donc ça, je vous en ai déjà un peu parlé parce que j'ai eu la chance de travailler sur des projets, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que ce soit de la borne interactive ou, du casque de VR. Ça peut même aller sur, des choses, aujourd'hui comme le métaverse, enfin des choses vraiment, beaucoup moins simples d'accès en termes de compréhension, technologique, j'entends. Du coup, ça encore, c'est, évident qu'en se rapprochant, de profils qui sont très techniques, vous allez pouvoir comprendre les mécanismes, la manière de concevoir, les usages, comment aussi, de votre côté, spécifier les guidelines pour que, le développeur comprenne bien ce que vous avez voulu faire dans votre, conception. Donc ça encore, ça vient, vraiment, on va dire en cumul de tout ce que je vous ai dit, mais que ce soit pour les nouveaux usages qu'on connaît pas bien, l'éco-conception aussi qui est encore, un peu obscure sur la partie tech parce que, encore une fois, bah, c'est pas évident de rentrer dedans quand on est, simple designer et l'accessibilité aussi où nous, on peut, faire des recommandations de couleurs et pas forcément aller jusqu'à la partie code. Bah, c'est en ayant cette démarche, d'être main dans la main qu'on va pouvoir, en effet, régler une grosse partie des irritants et des challenges sur les projets, en fait. Donc voilà. Donc pour finir, je mettrai cette petite phrase, qui est un clin d'œil à Cyril avec qui j'ai travaillé, qui est dev et on appelait, on disait que c'était des devux, l'équipe, tech, avec qui j'ai travaillé. On a fait la contraction de dev et de UX et je trouve que c'est, une belle manière de finir, parce que c'est exactement comme ça que je vois notre métier. J'avais, des devux des fois avec moi et des UX dev des fois, enfin voilà, on se switchait nos acronymes. Et voilà, et j'arrête là et s'il y a des questions, je serais ravie d'échanger. Eh ben, moi, j'ai une petite question. Déjà, merci, Ouais. c'était très clair. Moi, d'un point de vue junior, très junior même, ça me paraît presque utopique, cette collaboration avec les techs et les devs aussi forte. Tout Mmh. à l'heure, tu parlais d'inclure les développeurs dans les différentes phases de recherche, d'idéation et de test utilisateur. Donc, pour l'idéation et test utilisateur, je vois à peu près quel serait leur rôle. Mais dans la phase de recherche, est-ce que tu parles uniquement de restitution, donc de leur présenter les résultats qu'on a eus, ou est-ce qu'ils ont un autre rôle à jouer dans cette phase? Ouais, bah, c'est intéressant. Alors, ils peuvent avoir les 2 rôles. Ça veut dire que si, vraiment les on se rend compte que la phase de recherche, prend trop de temps aussi, ça peut être une réalité, hein. C'est qu'on est obligé de garder que la partie restitution. Après, ils peuvent être vraiment là aussi sur la partie recherche, notamment pour comprendre le sujet. Par exemple, sur des choses, très métiers des fois. C'est intéressant, par exemple, d'être avec eux dans la compréhension du besoin. Donc, peut-être de leur permettre d'être là en shadow pendant les interviews, que ce soit avec des personnes du métier, que ce soit des utilisateurs finaux aussi. Donc des fois, moi, je leur proposais de venir prendre des notes où je leur disais,
comment j'attendais aussi, les notes, comment on prenait en note les verbatim et c'était aussi c'était un peu mon binôme. Alors ça m'empêchait pas d'enregistrer quand même l'entretien parce que je voulais pas non plus leur mettre trop la pression sur la partie, prise de notes, mais ils pouvaient être là en effet pour, des fois même, être là, ouais, en shadow d'interview utilisateur, ils pouvaient aussi être là, sur la partie aussi, compréhension des données, quantitatives. Donc ça, c'est intéressant aussi quand vous avez des profils, très pragmatiques, ce qui est, souvent, le profil des développeurs, hein, c'est vrai que ça peut être intéressant de leur montrer ce que vous avez, je sais pas, sur un outil, d'analytics, d'être avec eux pendant l'heure et d'échanger et eux, ils peuvent même vous donner des choses très intéressantes avec leur casquette de dev, de dire: «Bah, tiens, sur le dashboard de l'analytics, j'ai remarqué qu'il y avait, un nombre de pages vues» et ça leur va très bien. Ça, ils adorent. C'est vrai que pour faire même de l'exploration, de recherche, quanti, ça peut être bien d'être avec un profil, comme ça, très technique aussi. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en recherche, ils peuvent être embarqués totalement s'ils sont à l'aise et surtout s'ils sont motivés. Faut pas que ce soit c'est vrai que j'ai oublié de le dire, hein, faut pas imposer, les moments de partage et il faut surtout leur dire que de toute manière, tout sera restitué après. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être aussi que c'est un peu compliqué pour un. Enfin, je sais pas, moi j'ai mon point de vue encore une fois très junior et dans une entreprise qui est pas forcément très mature au point de vue UX. Mais ouais, de dire aux devs de venir avec nous pour faire de la recherche, je suis pas sûre que, en tout cas chez moi, ça passe. Donc Bah, alors j'imagine. c'est intéressant ce que tu soulèves, c'est encore une question peut-être je pense je sais pas, de promotion qu'il faut faire parce qu'une fois qu'on en a embarqué un en fait, c'est marrant, tout le monde veut venir. Je sais pas comment ça se fait d'ailleurs, il y a une sorte d'engouement qui se crée ou peut-être de rareté parce qu'en tout cas, moi ce qu'on m'a dit après coup, après avoir fait cette démarche, de les inclure plus, c'est qu'ils ont la sensation qu'on n'a pas envie qu'ils soient là et quand je vous ai dit on travaille en chambre, en sas, c'est un peu cette sensation qu'on donne, à l'UX de recherche et qui est souvent en fait finalement assez négative. C'est pas, voilà, ils ont l'impression qu'on est des rats de laboratoire presque et enfin qu'on utilise nos petits rats de laboratoire et qu'on ne veut pas partager avec eux alors que c'est tout l'inverse et en fait, la rareté crée des fois, de l'intérêt et quand il y en a un qui vient, bah, il y en a un autre qui dit: «Ah mais tiens, il y a un tel qui est venu à tes tests utilisateurs, ça a l'air bien, je peux venir et tout» et en fait, on se retrouve finalement à se dire que ça a eu un effet levier. Après, bon, faut pas oublier que le problème étant souvent la charge, en fait. C'est une réalité, c'est qu'on donne aux développeurs je vous parlais de fiches de poste au tout début, en commençant avec des choses très pragmatiques et c'est un peu ça qu'on peut vivre dans certaines, entreprises, on voit pas l'intérêt, d'avoir, ce mix sur des différents, sujets d'autres, spécialités alors qu'il suffit de dire: «Bah, en fait, ça va permettre d'aller plus vite sur la production après». Il faut avoir des arguments, hein, c'est toujours comme ça que c'est bien accueilli, hein. C'est en disant qu'on va gagner du temps après qu'on va pouvoir entre guillemets «grappiller du temps» avant sur les personnes. Donc ça aussi c'est quelque chose, parce que souvent en fait les développeurs, vous vous rendez compte sur les projets au tout début, ils vont plus faire le socle, donc des choses, très back et en fait, finalement, ils vont être un peu en attente de ce qui va être vu. C'est souvent ce qu'on voit, en fait. Alors qu'au final, ils sont là, ils ont de la ressource qui est hyper intéressante à challenger avec eux, quoi. Donc c'est là où il faut justement profiter et les inclure plus dans la démarche, ouais. Ok, merci beaucoup. Rien. Je sais pas si quelqu'un a une question. Oui, j'en ai une que j'ai rédigée pendant que je t'écoutais, Elodie. Très Et bien. j'ai eu un cas d'école peut-être, mais en tout cas j'avais un tech lead qui m'a refusé de me donner ses spécificités et ses contraintes techniques parce qu'il voulait pas me brider dans ma créativité. Et j'ai eu un Mmh. mal fou à lui faire comprendre qu'au contraire, j'avais besoin de ces contraintes pour pouvoir tourner une solution viable et applicable et pas à faire des allers-retours. Donc, est-ce que tu as déjà rencontré ce comportement et comment tu t'en es sorti? Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai eu affaire à des fois des personnes qui c'est pas qu'ils ne voulaient pas me donner, leur spécificité, mais c'est des fois on ne le savait pas en avance. Donc on doit travailler en ayant, cette liberté, qui est des fois, pas une liberté parce qu'on va se retrouver à un moment donné à devoir, converger. Donc c'est tout notre métier de diverger, de converger tout le temps. Donc j'ai pas eu le cas par contre d'avoir ça, mais par contre c'est vrai que c'est une vraie réflexion que j'ai eue de la part plutôt d'autres,
d'autres designers de me dire: «Mais tu as pas peur qu'en fait, les développeurs en effet viennent, comment on pourrait dire? Biaiser, ou voire même, dire, non, avoir une attitude qui est très négative sur le projet en les faisant intervenir au début, en effet en bridant la créativité». Donc ça, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'en effet, est-ce qu'on travaille avec les contraintes ou, est-ce qu'on travaille sans connaître les contraintes pour se permettre la créativité, maximum? Alors, moi, je trouve ça intéressant parce que ça vient d'un développeur en plus qui te dit ça, un tech lead, qui te dit: «Je veux pas te contraindre». Donc, moi, je trouve que c'est déjà une très belle promesse. Par contre, est-ce que c'est bien pour le projet? Ça, c'est une vraie question. Moi, en tant que designeuse, c'est vrai que si la finalité, c'est pas de livrer un produit à un instant T, bah, moi, j'adore travailler et faire tout ce que je veux sans aucune contrainte. D'ailleurs, vous l'avez vu sur mon premier projet d'école, bah, j'ai travaillé dans mon coin, hein, et j'ai fait ce qui me semblait le mieux et en ayant la connaissance aussi. Parce que ce qu'il faut, lui dire peut-être à ce développeur, c'est que, on travaille quand même en ayant des connaissances. Ça veut dire qu'en tant que designer, vous, appliquez des choses en connaissant des choses. Vous pouvez pas, des fois aller dans de la créativité, je sais pas, la créativité de tout penser. Vous avez quand même un plafond, voilà, qui est, heu, qui est celui d'en effet de la connaissance. Vous pouvez pas partir n'importe où, sinon ce serait de la folie, hein, donc on serait plus humains en fait, hein. On aurait, une problématique de compréhension. Mais par contre, en effet, savoir qu'on ne peut pas le faire ou qu'on peut le faire, ça permet de faire des choix et c'est là où en fait, sur un projet, on va gagner du temps et aussi de l'énergie parce que, on va pas partir dans tous les sens. Donc, ce qu'il faudrait lui dire, c'est le risque, c'est que, c'est peut-être même pas à lui d'y répondre, hein, c'est peut-être finalement, à une personne, qui est garant, de la livraison du produit justement. C'est est-ce qu'on a le luxe, de pouvoir se permettre de partir dans tous les sens? Voilà, c'est ce que je répondrais moi, c'est, il y a pas de souci, hein, enfin moi j'adore sa réponse, hein, parce que c'est trop bien de pouvoir se dire qu'une personne ne veut pas brider une autre personne, c'est très louable. Mais est-ce que c'est une bonne idée, finalement de partir sans aucune, et je trouve que du coup, dans la majorité des projets, moi j'ai vu que c'était quand même mieux de connaître en tout cas les limites, parce qu'on ne peut pas tout faire malheureusement sur un projet. Voilà, je ne sais pas si c'est assez clair Isabelle? Oui, merci beaucoup. De rien. C'est intéressant du coup. Je trouve ça drôle, d'avoir, un développeur qui ait eu cette remarque. Dis-moi, Elodie, merci beaucoup, hein, pour cette, belle Mais de rien. conférence. Comment tu apprivoiserais un développeur, ou une équipe de développeurs avec laquelle, tu commences à travailler, que tu ne connais pas du tout? Et quelle serait ta technique à toi pour, réussir au mieux à engager cette collaboration? Ouais, c'est une très bonne question parce que c'est par là qu'on commence et on se rend compte que les rôles et ce qu'on fait, notre posture, n'est pas du tout la même selon les humains, pas que les métiers d'ailleurs, hein. Donc il y a un projet sur lequel j'ai travaillé, je trouve qu'on a très bien démarré parce qu'il y avait une, scrum master qui a fait un très bon travail. C'est, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis et comment on travaille avec moi? C'était les 3 questions, auxquelles on devait tous répondre autour de la table. Donc on s'est déjà se présenter, c'est tout bête, mais ça prévaut pour tous les rôles en fait finalement sur un projet. On se rend compte que souvent, on attend des choses d'une autre personne et c'est exactement aussi comme ça dans une, relation, dev, designer en fait finalement, hein. C'est, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on, veut lui donner comme place et comme implication? Donc ça aussi, ça permet déjà de commencer une collaboration, on va dire saine sur ce que j'attends et ce que la personne ne veut pas faire. Donc je vous parlais tout à l'heure de pas forcer les développeurs. C'est vrai que vous allez avoir des développeurs, qui peut-être n'ont pas du tout envie de collaborer aussi, hein, c'est une réalité. Donc ça aussi, c'est bien de le savoir au début et d'en avoir conscience. Donc c'est déjà de commencer en connaissant, tout le monde autour de la table, voilà, sur le projet. Ça permet de bien commencer. Ensuite, ce qui permet aussi de, je trouve, bien débuter une relation avec une équipe, tech, c'est de comprendre, leur spécificité de développement, de comprendre qui fait du back, qui fait du front. Alors, il y a pas besoin d'être un, voilà, grand connaisseur du développement, mais le back va vraiment, faire les parties, beaucoup plus, architecturales de votre projet. C'est pas lui que vous allez, titiller s'il y a un problème de fonte, par exemple. Donc généralement, moi, j'essaie d'être, très, copine avec les fronts, hein, parce que généralement, c'est les fronts qui sont,
qui vont pouvoir vraiment changer la partie, visuelle. Bon, ça n'empêche que le back est quand même très essentiel, hein, j'oublie pas les développeurs back. Mais en tout cas, ça permet déjà de comprendre, qui fait quoi aussi. Donc, sur quelle, techno ils sont. Ça va permettre aussi de bien débuter la relation, d'avoir, je parle vraiment d'une relation, je dirais, relation, une vraie relation amoureuse entre tech et designer. En tout cas, c'est de comprendre, voilà, déjà leur écosystème, sur quoi ils travaillent et peut-être aussi, ce que je mettrais en lumière, c'est, au tout début, ce qui a permis aussi sur un projet de bien, bien amorcer, la chose, c'est, de pouvoir aussi voir leur, comment on pourrait dire? Leur compréhension du sujet. Parce que en fait, ce que j'ai remarqué sur les projets aussi, et ça j'en ai pas trop parlé dans ma présentation, c'est qu'on oublie que les développeurs, on les associe à quelque chose qui est de l'ordre de la production finale et en fait, moi j'ai vu des projets aller dans le mur parce qu'ils comprenaient même pas ce qu'ils faisaient. Donc je trouve aussi que bien débuter les choses, c'est aussi faire, un socle commun de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, de donner la vision. Alors c'est pas vraiment au designer de le faire, hein, ça va être plus au PO, au scrum, d'engager toute l'équipe. Mais la vision commune d'un projet, la compréhension du projet, ça permet aussi d'avoir généralement, voilà, si vous mettez quelque chose qui est propre et qu'après vous avez une routine avec, 1 heure par semaine avec l'équipe tech, en fait, vous allez déjà assurer quelque chose de très propre et finalement, il y aura peut-être des micros, choses à ajuster de temps en temps, sur des fonctionnalités fortes, mais en fait, vous allez être dans une routine qui va bien fonctionner. Donc tu as raison pour le démarrage, c'est déjà peut-être de s'assurer, qu'on sait où on va, globalement. Donc c'est toute l'équipe projet, là, c'est pas que la partie design et c'est de comprendre qui fait quoi. Parce que c'est vrai que finalement on oublie, il y a pas un développeur. Là, je vous ai mis une case développeur à un moment donné, ça m'a fait mal au cœur, mais il y a tellement de palettes, de codes différents, de langages, qui permettent, voilà, des choses différentes sur votre produit. Il y a aussi on va dire des seniorités différentes. Il y en a qui vont avoir cet aspect tech lead, qui vont donner plus de direction. Il y en a qui vont être beaucoup plus opérationnels et qui vont en effet, voilà. Il y en a aussi qui vont chercher à comprendre. Il y a la partie humaine, d'autres qui vont vouloir quelque chose de très cadré. Moi j'en ai vu, qui voulaient pas faire du ping-pong comme ça en échange et qui voulaient, avoir des tickets Jira. Ça aussi, ça peut être quelque chose sur lequel vous êtes confrontés. C'est des développeurs qui cherchent pas forcément à avoir ce dialogue, donc faut pallier. Donc c'est pour ça que dans ma présentation, je vous ai mis, des choses qui sont vraiment très générales. Ça peut être des outils, ça peut être un Slack, ça peut être même des mails finalement, hein. Vous pouvez passer par, tous les échanges que vous voulez, mais s'adapter à l'humain qui est derrière. Ça paraît obvious aussi, hein, de s'adapter à comment fonctionnent les gens et c'est pour ça que sur, le projet dont je parlais là, on avait bien débuté, je trouve la relation avec, les pôles, respectifs design et tech, parce qu'on savait comment les gens fonctionnaient et il y avait un tech qui a dit très clairement, «Moi je déteste Slack, j'aime pas avoir les notifs qui pop. J'aime bien avoir un mail en fin de journée qui récapitule tout, et je le prends le lendemain matin et je suis motivée et voilà, il marche à ça, quoi. Donc savoir comment les gens fonctionnent, je trouve que ce soit d'ailleurs, designer ou tech, c'est bénéfique, quoi. Ça fonctionne bien. Ouais. Je rebondis, sur ce que tu dis, il y a un atelier dont on m'avait parlé, d'introduction, dans les équipes, enfin plutôt de prise de conscience, notamment dans les process agiles, que j'avais trouvé super intéressant. Et je l'ai pas fait moi-même, hein, mais on en a parlé. En fait, ça consistait à prendre un groupe de personnes qui travaillent dans une équipe projet, à les séparer en 2 groupes. Au OK. premier groupe, on va leur donner une instruction, c'est, hem, qu'ils vont devoir, prendre enfin, en fait, pardon, en 4 groupes, il va falloir, 2 fois 2 groupes. Donc, un premier groupe va s'adresser à un 2e et on va leur donner une image témoin Mmh. et ils vont devoir la faire dessiner, Dessiner par à le l'autre. groupe en face. Bah, Ouais, je l'ai voilà et fait. du coup ah, tu l'as fait, d'accord, OK. C'est très Ouais, compliqué. Franchement, c'est super compliqué. C'est pour faire, montrer enfin, c'est le but, hein, pour enlever le mystère, mais bon, pour expliquer, c'est, qu'en effet, les donner des directives, d'une manière, ou la manière dont on donne des directives va être comprise différemment selon les personnes. Tu as des personnes qui vont te dire: «Alors il faut faire le trait à 90 voilà, et tu en as qui vont être beaucoup plus dans le, oui, nous on devait dessiner des poissons, je crois. OK, ouais, on m'avait parlé d'un dessin d'enfant avec, tu vois, une colline, un arbre et un soleil et un bonhomme ou un truc comme ça et Ouais, qu'effectivement, il y avait du bah, coup un groupe qui devait, décrire, caractéristique par caractéristique, donc effectivement un trait, enfin un trait diagonal avec ensuite, je sais pas quoi, plusieurs traits qui en partent de telle longueur et cetera et l'autre groupe devait donner une vision globale. Devait dire, «Tu vas me dessiner un dessin d'enfant avec, un soleil, un arbre et un truc» et en fait après on comparait le résultat
Et évidemment, il y avait aucun résultat ne ressemblait au Mmh. dessin initial. Au Il y en avait dessin un au moins où il y avait initial. l'idée, et il y en avait l'autre, c'était vraiment un Picasso, il y avait n'importe quoi. Ouais, ouais, non, mais Donc c'est très drôle et c'est vrai qu'on oublie alors c'est pour ça que j'aime beaucoup l'agilité. C'est vrai que dans ma présentation, je pense que ça se ressent beaucoup parce que, j'ai connu l'avant et l'après. Ce que j'aime beaucoup, dans l'agilité, c'est qu'on travaille vraiment aussi sur le fait de donner de la vision, de comment on travaille ensemble. Il y a vraiment aussi cette partie-là et je trouve que ça va totalement, en fait, dans tout ce qu'on veut faire, quand on produit avec les techs, en fait. Donc autant s'engouffrer dedans parce que ça fonctionne très bien. Être aussi inclus dedans, c'est pas forcément, dans toutes les entreprises, très présent quand on est designer. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve assez, assez, dommageable, ouais, parce que la dernière fois même, je suis tombée sur un article sur LinkedIn où on voyait la la squad, en fait, comment est une squad, en méthode agile et en fait, il y avait des devs de représentés, il y avait pas de designer et donc en commentaire, j'ai mis: «Bah, il y a pas les designers». Ils ont dit: «Bah, ils sont dans l'équipe de production, donc avec les devs». On n'avait pas cette, voilà, cette représentation faite. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est ce qu'on fait pour les devs, je veux qu'on les fasse aussi pour les designers et inversement. Donc ça veut dire que quand je vous parlais, par exemple, de quantifier nos tâches, et ben c'est vrai que leur montrer que, par exemple, pendant 2 semaines, on fait des interviews utilisateurs, on est en enquête terrain et que ça nous prend tant de temps et avoir sa place dans un board, ça acte que vous travaillez sur le projet et j'ai vu trop de projets où vous n'êtes pas considéré en tant que designer dans le projet et c'est alors bien sûr qu'on a aussi nos spécificités, typiquement, c'est très difficile d'évaluer en points, des tâches, d'un designer. On peut essayer de relever les différences, mais par contre, moi, ça m'est arrivé de faire des, extreme quotation avec des scrum masters qui sont des ateliers où on va, plutôt avoir des fourchettes de valeurs et dire, bah, par exemple, l'écran paramétrage, bah, ça va plutôt être entre, 10 et 15 points. Un outil, par exemple, de dashboard, bah, là, je vais le chiffrer à 50 points, voilà et en fait, ça permet quand même aussi de rentrer dans cette logique de production, parce que notre créativité, elle a quand même un chiffre, quoi. Enfin, on a beau dire, un écran de paramètres ou un écran de dashboard avec des données, il va falloir que je sélectionne, que je réfléchisse sur de la data visualisation. On sait que c'est pas le même effort. Alors on peut quand même quantifier les choses et je pense qu'il y a vraiment des choses à améliorer, notamment sur, je sais pas, une sorte de surplus qu'on pourrait mettre dans l'agilité sur la partie design et comment on veut aussi, on peut et on veut, participer à la méthode agile, quoi, être vraiment inclus dedans. Et pour le moment, c'est vrai que je suis assez, voilà, je suis assez curieuse de me dire: «Bah, qu'est-ce qui peut exister? Qu'ont pu faire d'autres designers?» Moi, c'est vrai que l'extreme quotation, j'ai demandé à ce qu'on la fasse sur un projet. Donc ça va avec cette logique de se dire: «Bah, on a priorisé des chantiers, des sujets, on doit les évaluer, parce qu'on doit évaluer notre charge de travail». Comment on le fait? C'est pas évident. C'est peut-être plus difficile d'ailleurs que les développeurs. Donc est-ce que c'est en sizing? Est-ce que c'est voilà, il y a peut-être d'autres méthodes, mais en tout cas, je trouve qu'il faut, il faut en tout cas qu'on rende visibles les choses, de notre métier dans la production du produit. C'est peut-être là où il y a de l'amélioration. On reste souvent en parallèle et on vient nourrir les devs. C'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs: «Il me manque des maquettes», hem les devs, ils vont souvent dire voilà, mais en fait, on doit être dedans autant qu'eux. On doit montrer qu'on est là et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je voulais vraiment montrer, c'était cet outil où on a montré les dépendances. Ça, franchement, ça a levé toutes les problématiques alors que c'est pas, voilà, c'est pas non plus un truc de génie, hein. C'était très simple à faire. Et pour, continuer sur ta métaphore, de l'histoire d'amour, alors comment on entretient la flamme avec les devs? Ouais, c'est une bonne, bah, comment on entretient la flamme? Déjà, on ne n'oublie pas ses rituels. On garde, c'est-à-dire que sur le projet, notamment, on a fait la partie, dépendance, là, dont je parle, on avait toujours cette heure consacrée et s'il y avait besoin, on avait un autre placeholder qu'on gardait sur des fonctionnalités majeures. Donc on ne s'oublie pas, on garde le temps, qu'on s'est fixé, hein. C'est pas, c'est-à-dire que vraiment quand je vous disais, les échanges avec les utilisateurs sont aussi importants qu'avec les développeurs. Je le pense vraiment parce qu'en fait, ça ne sert à rien si la personne qui va, conceptualiser votre idée n'est pas là. Je reviens encore là-dessus parce que voilà, et si vous n'êtes pas là pour leur montrer tout ce qui s'est passé pendant la semaine, bah, va y avoir un loupé. Donc il y aura moins de communication. Donc déjà, il faut pas oublier d'être là au rituel, de pas y déroger. D'être aussi, ça peut aussi beaucoup aider, de comprendre, leur environnement, donc de venir à certains délits quand même si les délits sont très opérationnels, tech. Des fois, c'est vrai que, on peut être là en écoute, c'est-à-dire, être là, montrer qu'on est là s'il y a besoin
Donc c'est aussi montrer sa présence, hein, encore une fois et c'est aussi, on va dire, fidéliser, en montrant ce qu'on fait toujours en design. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier, c'est pas parce qu'on arrive dans une routine, bah, justement, comme on pourrait dire en amour, que, il y a plus besoin de montrer les choses. C'est-à-dire que c'est marrant, il y avait un écran où on l'avait pas montré en point, dev UX et en fait, il l'a vu, en démo quoi, enfin pendant qu'on l'a montré au sprint planning. Il a dit: «Ah mais je l'ai pas vu cet écran-là» et j'ai dit: «Bah oui, mais c'est le même» et il m'a dit: «Ah mais j'aurais bien voulu le voir». Voilà, donc ça c'est des trucs tout bêtes, mais vu que c'était une déclinaison, j'avais pas pensé à lui montrer et en fait, voilà, c'est, ne pas oublier que voilà, qu'il faut pas penser que tout est acquis, donc faut toujours, refaire les choses et puis aussi il faut adapter. C'est vrai que c'est un détail, mais avec, certains développeurs, ben, il y a des façons de faire qui fonctionnent pas, donc il faut aussi, adapter et aussi voir comment le projet avance. Ça veut dire que des fois, par exemple, j'en parlais tout à l'heure, il y a des moments où les développeurs, ils vont être, je sais pas, sur, l'optimisation de temps de chargement. Ben, on va devoir un peu se mettre en recul, donc être compréhensif aussi de notre propre planning parce que même si, on a ce rapport main dans la main, bah, il y a des moments où on a besoin de liberté chacun de notre côté, donc eux aussi, là, ils ont pas besoin de nous pour nous parler de performance, de code. Bon, bah, moi aussi, il y a des moments où c'est vrai, par exemple, ils ont pas besoin d'être à côté de moi quand je fais ma restitution de test utilisateur non plus, quoi. Enfin, voilà. C'est aussi, savoir qu'il y a des moments où on n'est pas toujours, main dans la main, quoi. Ça marche. Elle marche bien, cette métaphore effectivement. Oui, c'est parce que c'est une histoire d'amour, hein, c'est vrai que c'est tout bête, mais et puis c'est aussi une vraie victoire quand on voit les choses finies et qu'on a l'impression d'avoir aussi participé. Pour les développeurs, je sais que c'est gratifiant. Donc c'est, aussi, bah, fêter les victoires, parce que quand on leur montre que, des choses ont fonctionné ou ont pas marché, ils sont beaucoup plus engagés et ça finit bien le projet, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez, bah, il y a une belle histoire, quoi. Exactement. Comment on fait quand ça marche pas alors? Ah, S'il y a des drapeaux rouges qui se lèvent, un dev ou enfin avec mmh, lequel on n'arrive pas à communiquer ou autre, c'est quoi? On se ouais. parle en ticket? On fait comment? Ouais, c'est compliqué. Quand ça marche pas, c'est vrai qu'on a c'est marrant au Flupa UX Day, on a fait un atelier et c'était il y a eu un scénario où, les gens de l'atelier ont dû gérer un cas où, les développeurs ne sont pas investis, ne veulent pas, et en fait, là, c'est très compliqué parce que même quand on va chercher des méthodes, même quand on va dire: «Bah, c'est peut-être ça qui fonctionne», on a aussi, je l'ai dit plusieurs fois, hein, l'aspect humain. On va avoir des gens, des fois, qui veulent pas collaborer. On va même avoir, les détracteurs qui veulent même pas travailler sur le projet, hein, donc là, vous avez vraiment le pire scénario possible. Bah, quand c'est comme ça, moi, les seules solutions que j'ai pu avoir, c'est, d'avoir des clés d'autres développeurs pour quand même s'assurer que votre projet va pas dans le mur. Par exemple, sur le projet en question, on a eu quelqu'un qui était vraiment, vraiment pas, motivé sur le projet. Donc ça va même au-delà de la manière de collaborer parce qu'il y a 2, pour moi, il y a 2 scénarios. Il y a vraiment le scénario où on n'a pas trouvé la méthode de collaborer. Donc là, il faut tester différentes méthodes. Est-ce que c'est, du Slack? Est-ce que c'est du Jira? Est-ce que c'est de la réunion? Est-ce que c'est, je sais pas, voilà, faut trouver peut-être plus le moyen et le timing. Puis il y a vraiment l'autre aspect où on a une personne qui est désengagée totalement du projet et qui, là, c'est vraiment un aspect beaucoup plus difficile à traiter. Donc il faut vraiment, je pense, déjà multiplier les différents points de contact et les méthodes, comment on fait. Le dire dès le début aussi, comme je te disais tout à l'heure, ça permet de désamorcer voilà, les choses et puis c'est, bah, un peu comme quand, on va, devoir militer, c'est expliquer pourquoi c'est bien de le faire. C'est à dire: «Bah, voilà, tu vois, si on travaille ensemble, au final, tu vas pas te retrouver avec un truc que tu arrives pas à développer ou qui ressemble pas à ce que tu veux». C'est aussi leur montrer le gain de, s'impliquer dans le projet. Ça va aussi lui permettre de nous, en tenir compte. Donc toujours montrer la valeur ajoutée. Ça peut être, ce qui peut déclencher, voilà, la motivation. Après voilà, sur des personnes qui veulent vraiment pas avancer, comme je l'ai dit, ça va être très compliqué. Il va falloir aller voir d'autres développeurs pour au final, comprendre si ce qu'on fait est faisable, si on a vraiment une personne hermétique à la communication. Mais là franchement, c'est au-delà de mes capacités.